Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 2 de 2026, qui s'étale du 5 au 11 janvier. C'est assez rigolo ce rythme de parution, ce rythme de travail, parce que avant de manger, j'ai enregistré celui de la semaine 47 qui est bien en retard, et là j'enregistre le tout premier bout de la semaine 2. Je me dis, on fête les 7 ans de Komorebi sur internet, c'est génial. Je suis motivé, donc autant faire ce que j'avais en tête et ce qui est censé être le bon rythme pour cette émission, enregistrer un peu tous les jours en fonction de ce que j'ai découvert. Comme ça me prend 5-10 minutes par jour et c'est raisonnable. Plutôt que de me faire un gros bloc de 50 minutes, de pas avoir la motivation de le faire ou le temps, et de prendre des semaines à tout va. Donc j'enregistre que maintenant, vous le verrez bien plus tard, je sais pas quand est-ce que je serai à jour, mais au moins ça sera fait. Pour l'instant, je sais donc pas trop ce que va contenir cette semaine. Je connais juste une œuvre que je viens juste de lire là juste avant d'enregistrer et qui était bien sympathique, mais c'était pas mon volume préféré jusqu'ici. Sinon, la semaine qui vient de s'écouler, j'étais en vacances, où j'étais bien tranquille, c'était agréable de fou. Un peu de grimpe, avec un gros souci de fraîcheur. Qu'est-ce que c'est l'audio du bureau qu'il y a derrière? C'est bon, ça n'a pas impacté l'enregistrement, je peux rester comme ça, et j'ai pensé à fermer cette fois mon onglet Twitch qui était ouvert, avec pas de son, mais qui était ouvert quand même. Donc on était en phase de risque. Donc oui, escalade avec de la fraîcheur parce qu'il faisait 10 degrés dans ma salle d'escalade toute la semaine. Première séance bien gelée, deuxième séance un peu plus agréable parce que j'ai mis un legging sous mon short, ce qui était quand même un peu plus confortable dans l'idée. Et troisième séance dans l'autre salle de la ville. J'aime vraiment pas le style, je comprends pas les blocs difficiles, c'est un peu plus emmerdant. Mais c'est comme ça. Recalage de sommeil qui pique un peu, parce que apparemment mon rythme naturel de sommeil c'est 3h, 11h, et pas minuit et quelques, 7h. Là ça me détruit la gueule. Je sens à mes yeux ils sont tout lourds. Ouais, elle est tout lourd. Mais surtout, ben, reprise du travail pour Komorebi, avec l'enregistrement de 3 épisodes. 2 sont déjà en ligne dans vos mains. 2 arrivent pour vous en fin de semaine pour l'instant, peut-être plus tôt en fonction de ce que j'arrive à faire d'ici là. Et donc, nouveau rythme où je reprends enfin les critiques à chaque lecture. Comme ça, c'est plus frais pour moi, c'est plus pertinent pour vous, et je prends moins de retard. Et comme ça, quand on sera à jour, les soirs où je suis un peu tranquille, je fais ma petite lecture, j'enregistre mon petit épisode, et paf, un petit live. Pas très long parce qu'il faut le survivre avec mon temps de sommeil, parce que les réveils à 7h ça me détruit la gueule, hein. Mais pourquoi pas? On verra bien. J'en ai marre de tirer des plans sur la comète et de rien tenir derrière. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu le volume 6 de Dan Dadan. Alors, vous connaissez déjà toute l'histoire et mon avis sur les volumes précédents, puisque bah, ça va être dans l'épisode précédent, qui va sortir quelques jours avant celui-ci. Mais pour moi, je ne vous en ai encore jamais parlé d'aucun volume. Mais ça fait un moment que j'apprécie la série sur Manga Plus, que je suis très intensément. Je trouve ça exceptionnel toutes les semaines. Donc ça fait un moment que j'avais mis des alertes sur Vinted pour choper la série d'occasion. J'ai eu les 20 volumes à un prix très raisonnable. Donc j'enchaîne ma relecture avec un début qui était moins bon que dans mes souvenirs, puis des tomes excellents. Mais bon, tout ça je le répète à l'oral, mais vous le savez déjà. Et donc là, je viens de lire le volume 6, qui est extrêmement rythmé. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire assez factuellement de tous les volumes de Dan Dadan, parce qu'il y a toujours beaucoup de personnages, beaucoup d'idées, beaucoup d'affrontements, beaucoup d'univers et de pouvoirs dans tous les sens, qui s'imbriquent petit à petit et qui font des volumes assez denses. J'aime beaucoup, c'est peut-être même parfois un poil trop rythmé, mais vu ce que ça arrive à faire au niveau de l'univers et des personnages, c'est parfait.
Tout d'abord, on a 3 chapitres et demi pour terminer cette partie dans le sous-sol de la maison de Gigi. Une partie pour présenter, l'œil maléfique, à quel point il est terrifiant quand il est libre, il est puissant, il est rapide, il cible et se croit largement supérieur, parce qu'il l'est, il y a pas photo. Malgré son côté terrifiant dans son chara-design qui est celui de Gigi, mais en plus impressionnant et en plus froid, c'est quand même pointé d'une petite touche de ridicule à la Dandadan. Il est en slibard blanc, très moche, il se bat en faisant du foot, de manière puissante et rapide, hein, mais ça reste du foot. Grâce à ça, il fait bien mal à Momo et à Okarun, qui ne perdent pas espoir et continuent à se battre. Et il défonce même le serpent géant qui était enfermé dans sa cave et qui a causé la mort de ses parents. Serpent qui finit donc par fuir et par sortir un nouveau pouvoir afin d'affaiblir les 3 survivants de la grotte. Okarun est prêt à rester dans cette grotte d'affaiblissement, à affronter seul l'œil maléfique, en permettant à Momo de s'enfuir. C'est une preuve de confiance trop cool, j'adore leur duo, j'adore leur construction, ça marche trop bien. Derrière, on a un combat qui est plutôt pas mal au niveau, de la chorégraphie et du dessin qui est merveilleux dans Dandadan, évidemment. J'ai eu un peu peur que ça dure un peu longtemps parce qu'on est face à 2 personnes rapides et plutôt puissantes, dira-t-on. D'autant plus que ça racontait pas grand-chose, que c'était dans le silence total, vu que les 2 personnages n'ont pas grand-chose à se dire. C'est gagné un peu facilement. C'est malin de la part de l'œil, il enferme Ocaron dans une boîte très petite afin qu'il puisse pas utiliser sa vitesse, mais il l'emporte quand même grâce aux flexions qu'il a fait dans son arc musculation du volume précédent. C'est un peu facile. Ça montre que son entraînement pour ses fruits et qu'il a bien fait, mais ça reste assez rapide. Et donc, ben, cette partie-là m'a fait un peu peur. C'est cool, mais un peu en deçà. Tous les chapitres du reste du volume sont excellents. Momo, pour l'instant, porte largement le manga. Elle est donc toute seule dehors. Elle doit réfléchir et s'en sortir pour faire sortir le serpent du sous-sol, pour tuer le serpent. Elle s'en sort bien grâce à ses connaissances en serpent qu'elle a eu grâce à Gigi. C'est un beau retour de bâton, ça marche très bien. Ensuite, elle doit s'en sortir toute seule pour éteindre le volcan qui entre en éruption et gérer la famille de gangsters qui traînent dans la ville. Ce qui n'est pas mince à faire et demande encore un plan gigantesque et très cool. Et derrière, elle doit affronter l'œil maléfique qui s'est libéré et qui arrive jusqu'à eux. Elle n'est pas toute seule, elle trouve 2 alliés de circonstance un peu de nulle part, mais qui ont du sens dans la thématique de l'arc et dans le fait que c'est l'élève de sa grand-mère. Ça sort de nulle part, c'est justifié par un problème de communication de la grand-mère, ça marche bien. C'est l'univers de Dandadan, ça colle. Et combat qui se termine même en 1 contre 7, avec plusieurs retours de personnages plutôt cool, qui font plaisir à voir, et qui expliquent un peu l'utilité de leur apparition précédente. Et le volume se termine sur pas mal de questionnements sur la malédiction qu'a subi Gigi, son traitement et ses solutions. C'est hyper intéressant, c'est hyper complet, mais à cause de la peur que j'ai eue au début du volume et sur le combat des 2 protagonistes de la couverture, on n'a pas la note parfaite et on a un joli A. Ensuite, j'ai attaqué mes 3 Marvel must-have du mois de janvier, en commençant avec Magneto, le Testament, qui est un comics ici pour nous conter la jeunesse de Magneto, qui a été collé aux horreurs qui ont existé réellement dans la Seconde Guerre mondiale, pour montrer sa haine viscérale des hommes et de leurs bêtises, et pour montrer qu'il a un peu appris d'eux au niveau des méthodes et des idées, finalement. L'histoire est donc très touchante et très parlante, au vu de son contexte qui est très dur de base parce que connu de tous. Donc, nous montrer directement un enfant bien
personnifié dedans, c'est sacrément chaud. D'autant plus qu'on a, ben, plus grand chose de super héroïque, vu que le personnage n'a pas encore ses pouvoirs à ce moment-là. J'ai bien l'impression, que sa survie vient quand même d'une petite trace de ses pouvoirs au fond de lui. Parce que bon, à un moment, lui et toute sa famille, se font fusiller, c'est le seul à survivre. Est-ce un coup de chance? Ou est-ce une petite trace de contrôle sur les balles en métal qui arrivaient contre lui? On se pose la question. Et surtout, bon, on nous fait le lien en nous collant pas mal de ses souvenirs et des objets auxquels il attache de l'importance à des pièces en métal. Intéressant et nuancé, et dur aussi, de voir, la haine qui monte, petit à petit face aux juifs. Ça commence par quelques petites interdictions de lieux par-ci par-là. On le voit avec les JO notamment, ça se sert encore une fois de la vraie histoire, ça pique. Avec, un chouille d'infériorisation, c'est-à-dire que dans les cours à l'école, tu peux pas être le meilleur sportif, même si c'est, factuellement le cas. Et quand on dit que t'as triché, qu'il faut que tu refasses en te mettant face à des objets plus durs, et là c'est de la vraie triche pour que tu perdes. Gagner encore, c'est, défier beaucoup de monde et beaucoup de choses, et c'est très prenant. Et ensuite, ça commence à être dans ce qui est vraiment dur, physiquement et qui peut tuer, en plus de juste être horrible. On rassemblait les gens, leur, bloquer la nourriture, les poursuivre, les tuer, les rassembler encore, pour les utiliser, pour les tuer les uns les autres. C'est sacrément dur à lire. Mais malgré tout ça, on a une pointe, d'espoir et de bonheur, parce que Magneto, a une petite dame qui lui a tapé dans l'œil, donc il est un peu tout le temps en train de penser à elle, à essayer de la poursuivre, de la sauver, c'est intéressant, ça l'humanise, il lui donne un objectif clair, en plus de juste, survivre à la seconde près. Mais de toute façon, malgré tout ça, notre petit, Magneto a une force mentale de fou. C'est, lui qui prend une décision pour sa famille, alors que c'est clairement pas l'aîné, mais c'est lui qui a les meilleures capacités, la meilleure vision. C'est, lui qui pousse tout le monde vers l'avant, c'est lui qui apporte beaucoup à la rébellion, qui fomente. C'est lui qui a des plans, c'est lui qui reste solide. C'est un gros morceau. Est-ce que, le fait que ce soit le personnage de Magneto change grand-chose à ce qu'on a lu? Je suis pas sûr, parce que bon, oui, il a vécu une enfance horrible, mais bon, est-ce que ça explique, correctement pourquoi c'est devenu Magneto? Je suis pas sûr. Est-ce que le fait que ce soit Magneto, ça apporte quelque chose dans cette intrigue-là? Mais ça reste très prenant, très touchant, parce que c'est littéralement vrai. Et ce qu'il y a d'encore plus fort et de plus vrai, c'est le chapitre spécial à la fin de ce volume, qui raconte l'histoire vraie d'une juive qui a survécu en faisant des portraits des autres prisonniers ou des Allemands, et qui prenait son temps le plus possible pour essayer de faire suivre le plus longtemps tout le monde, qui devait voir des horreurs dans tous les sens et les dessiner, et qui derrière n'a jamais pu les récupérer de son vivant. Ce qui n'a pas dû l'aider à tourner la page et à comprendre. Comment ne pas être touché et horrifié par tout ce qui touche à ces sujets, c'est une dinguerie. Ensuite, j'ai continué avec les Marvel Must-Have du mois. C'était Spider-Man Noir, les illusions perdues. Vous avez croisé ce Spider-Man noir si vous avez vu le premier film Spider-Verse, puisqu'il fait partie de l'équipe des Spider-Man qui se ramène et qui est présente. Je ne suis pas très polar de base, c'est pas quelque chose qui me parle facilement. Les personnages sont trop mutiques, les enquêtes, c'est pas ce qui me passionne le plus. Donc c'est un peu compliqué de me plaire avec ça. Heu, Ce qui me perturbe un petit peu aussi, c'est qu'on n'a ni Spider-Man, alors c'est le but, c'est de créer un Spider-Man dans notre univers, donc de montrer des trucs différents, mais même comme ça, hormis le costume, le fait qu'il tire des toiles, enfin, tu retrouves la forme,
le costume, les pouvoirs, les différents méchants, le mentor qui meurt pour le faire évoluer, mais tu retrouves pas le fond du tout, et c'est bizarre. Alors c'est le principe, hein, de mettre, dans un autre contexte, c'est censé faire évoluer le fond, mais peut-être qu'il m'en manquait un petit chouille pour m'y retrouver. D'autant plus que c'est pas non plus, celui de l'animé. Là, bah, c'est pas grand-chose. Le personnage de Spider-Man noir, il est pas passionnant. Notre petit, Peter Parker est, bien perdu dans sa vie et dans sa moralité. Il est, très gris et n'a pas beaucoup avancé. Heureusement, il rencontre, un mentor qui lui sert un peu de boussole morale et lui fait apprendre la vie. Ça marche bien, d'autant plus quand nous, on apprend que ce mentor est finalement bien gris, parce qu'il a assisté à la mort de l'oncle Ben sans ne rien faire, puisqu'il faisait partie du groupe, antagoniste à la base. C'est, super intéressant, mais, la petite impulsion que le menteur a donnée à Spidey emmène Peter Parker à se débattre de plus en plus dans cette ville complètement gangrénée et redonne de l'espoir et de l'énergie à son mentor, qui est prêt finalement à racheter ses fautes en faisant tomber son ancien commanditaire, le bouffon vert, en dévoilant tous ses secrets. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Le bouffon vert veut garder ses secrets, est prêt à tout, et a une équipe de vilains très bien utilisée, qui marche très bien. Kraven qui garde les geôles, avec son tigre, bon lui c'est pas le plus intéressant. Le vautour qui dévore des gens, et qui est sacrément terrifiant. Le frère de Kraven, que je ne connaissais pas je crois, qui est très important pour cette intrigue, et permet bien des choses. Et le bouffon vert en lui-même, en grand chef de tout ça, qui cache ses secrets et qui cache sa vraie forme. Ça marche très bien. Et Spidey est très nuancé, il récupère les secrets, il récupère la mission, mais en même temps, c'est face à un mentor qui est faillible, même s'il voulait aller vers le mieux et qu'il l'a sauvé la vie. Ça a quand même eu des gros échecs dans le passé. Donc c'est des nuances dans tous les sens, c'est dur, c'est sombre, le dessin colle très bien à cette ambiance, alors que j'avais assez peur en feuilletant à la base le volume, parce que les dessins n'étaient pas non plus à se taper le cul par terre, mais avec le contexte là, ça marche plutôt bien. C'est un bon, contre-pied à Spider-Man, mais sans ça, je trouve qu'il n'y a plus grand chose. C'est un polar, pas non plus passionnant. J'aime bien l'utilisation qu'il fait des méchants, comme j'ai déjà dit. J'aime bien la fin qui est un peu plus douce et qui a du sens dans les thématiques et les sujets abordés tout le long, ça marche bien. Un bon moment, sans plus, c'est un B. Ensuite, j'ai lu Deadpool Suicide King, au pluriel, bien sûr, j'avais pas du tout oublié le pluriel dans mon... Comment j'ai pu l'oublier? C'est le premier comics Deadpool que je lis. J'ai plutôt une attache au personnage. J'aime plutôt bien les deux premiers films Deadpool. Le troisième, est-ce que c'est lié au fait qu'il est enfin dans le giron de la grande saga Marvel qui le rend mauvais? Bien évidemment, parce qu'il était quand même vachement moins bien selon moi. Et pour le coup, c'était une découverte sympathique, mais sans spécialement plus. Je trouve l'ensemble un poil trop léger. C'est lié au personnage, ça fait du bien de pas avoir tout le temps que des gros trucs compliqués, ça fait un petit vent de fraîcheur au milieu, mais même comme ça reste pas essentiel quand même. Parce qu'en gros, on a notre petit personnage rigolo qui doit prouver son innocence en fuyant le Punisher. On a un grand gangster qui l'a piégé pour faire croire qu'il avait tué pas mal de monde, donc il a le Punisher à ses trousses et doit prouver son innocence, ce qui n'est pas léger comme sujet. Et pourtant, bah, comme c'est Deadpool, c'est traité de manière très légère. Lui, il s'en fiche un peu, il traverse ça de manière tranquille. J'apprécie bien le fait que d'autres personnages soient impliqués dans cette histoire et que les auteurs s'amusent un peu avec eux.
Parce que bon, déjà, on a le Punisher, comme je viens de le dire 2 fois, mais on a le droit à une alliance entre 3 personnages en tenue rouge assez proches et dans des quartiers assez proches. Ce qui fait un groupe plutôt rigolo entre le sérieux et interrogatif Daredevil, le comique Spider-Man et le déjanté Deadpool. Il y a un duo qui accroche très vite pendant que le troisième est un peu plus en difficulté avec ça, ça marche de manière pas dégueu. Et ajouter le Punisher en 3, ça marche bien aussi. Parce que finalement, il a un peu des points communs avec tous. La violence du Punisher, l'humour de Spider-Man, et Daredevil, il a la volonté de remettre la vérité, uniquement parce que ça le concerne lui, hein, sinon ils s'en foutraient, tu vois. On a pas mal d'humour, on a pas mal de petites blagues méta, mais ça reste pas ouf. Faire des blagues du genre «Et on est dans un comics ou quoi?» Partir d'une case, dézoomer, voir quelqu'un en train de la lire et dire «Non mais je viens pas manger, je suis en train de lire». C'est pas le summum de l'humour, ça change un peu, ça casse les codes, mais bon, ça casse aussi un peu les gonades. Au moins, le personnage reste quand même un petit peu attachant, parce qu'il reste pas moins humain, vu qu'il a une amie de longue date qui l'aide un petit peu, lui renvoie à l'ascenseur en retour à la fin, une fois qu'elle l'a pardonné de tout ce qu'il a pu faire. Ça marche plutôt pas mal et ça l'humanise de fou. J'aime bien l'adversaire. Tombstone est assez lisse. En même temps, pour un visage en marbre, c'est normal. Parce qu'en fait, il a la peau ultra solide et de l'humour. Par lui-même, il est pas très intéressant, mais sa relation avec un jeune fils de riche qui se prend un peu pour pas de la merde à la base, mais se fait complètement traîner comme un petit chien-chien partout, et le fait qu'ils aient un pari tous les deux pour essayer de jouer sur leur liberté, ça marche pas dégueu. Le dessin et le style est bien joli, c'est bien rond, j'aime bien. Ça peut se permettre d'être un poil violent, parce que c'est du Deadpool et qu'il peut se soigner derrière, donc on peut lui exploser la tête avec une balle, on peut lui couper les bras, c'est un petit peu cool dans l'ensemble à voir. Non mais ça fonctionne très bien, c'est un beau moment, mais en même temps, bah, ça reste le minimum, et c'est pas plus recherché que ça. C'est le but des comics Deadpool, faut pas chercher plus, je pense, je suis pas sûr qu'il y ait de comics plus profonds ou qui puissent mieux s'en sortir que celui-là, mais du coup, ça me fait penser que ce personnage n'est pas non plus essentiel. Un petit peu de fraîcheur avec lui de temps en temps, pourquoi pas. J'irai pas non plus jusqu'à chercher à en avoir énormément. Donc un B. Ensuite, j'ai lu le volume 24 de A Couple of Cuckoos. Peut-être que 24 c'est un petit peu trop, on est déjà à 10 volumes de plus que The Quintessential Quintuplets, qui est le seul autre manga que j'ai lu dans cette catégorie, et qui avait eu le mérite de s'arrêter avant de devenir extrêmement redondant. À la fin du volume précédent, nos 2 personnages principaux fêtaient leur majorité et tombaient sur Soke, le frère qu'on a découvert récemment. Ouah, gros teasing, j'avais trop hâte de savoir la suite. Aucunement, parce que à chaque fois, de toute façon, les teasings mènent à nulle part. Et effectivement, ça prend un chapitre et ça change rien au personnage. Quelle surprise. Parce que Soke les emmène en balade pour leur faire plaisir à tous les deux. Notre personnage principal est jaloux. Et finalement, ils vont chez lui pour apprendre qu'il les veut tous les deux dans sa boîte pour s'occuper de ses hôtels. Et fin de l'intrigue. Et de ce que ça apporte. Assez limité, dira-t-on. J'en attendais rien, hein, mais je suis quand même super déçu, c'est dingue de faire ça. Faut arrêter, hein, avec des cliffhangers si t'as vraiment rien à raconter avec à chaque fois. C'est catastrophique de faire ça. Ensuite, nouvelle rentrée en terminale pour la plupart des personnages, et la première année au lycée pour Sachi, qui fait une rentrée remarquée parce qu'elle est grave belle, ouais. Et c'est mieux quand c'est des élèves qui disent ça plutôt que quand c'est son frère. Et elle arrête pas de leur avoir des mal toute la journée, parce que celui-ci n'est plus du tout solitaire comme il l'était avant. Il est constamment entouré par son harem, ou par des potes avec qui il joue aux échecs, ou par un mec hyper extraverti. C'est drôle de voir l'évolution et de voir qu'elle le remarque. Là-dessus, un point pour le manga.
Ensuite, on découvre un nouvel étudiant qui s'appelle Yuki, qui se prend pour le personnage principal. Pas de ce que j'ai à dire sur lui, hein, de ce que le manga a à dire sur lui. Que c'était pas nécessaire de le faire apparaître, si c'est pour faire juste un chapitre de gag, où il se prend pour un héros d'histoire, où il doit parler aux filles pour des prétextes à la con, et les avoir grâce à ça. Peut-être que c'est pas nécessaire. Derrière, on se concentre sur Ai, on s'y attendait un peu parce que c'est elle qui fait la couverture. Malheureusement, celle que j'aime le moins des 4, oui, mais moins que l'inceste pur et dur. C'est dire à quel point le personnage je le trouve vide. Tout ça parce qu'il est apparu que 5-6 tomes après les autres, hein. Et maintenant, ça en fait quasiment 20. Donc ouais, elle emmène tout le monde parce qu'elle a besoin de cours d'acting pour apprendre à jouer et le lycée et les bisous. Elle vole un bisou de manière très impromptue à Omino, et bah, juste elle apprend à jouer quoi. Il passe un bon moment, nous pas vraiment. Le personnage, je le trouve toujours assez vain, c'est dommage. Tous les terminales partent en voyage scolaire pour les rapprocher à 4 avec Umino, son pote, Segawa et l'autre personnage principal. Bon, les noms, c'est compliqué, hein. C'est lui qui gère de fou le voyage scolaire en ayant tout prévu et en trouvant des trucs qui ont plu à tout le monde alors que c'est pas de la façon dont il pensait à la base. Il apprend en cours d'un jeu dans la soirée que Segawa l'aime toujours, ce qui est sans doute un peu dur à apprendre et à comprendre, mais pour elle aussi. Elle l'a quitté parce que leur avenir ensemble ça marchait pas trop, mais en même temps c'est parce qu'elle avait rencontré son fiancé la veille, la semaine d'avant, et qu'il était plutôt cool. Peut-être que ça ajoute des complications pas très intéressantes et pas très réussies. Juste pour avoir des rebondissements dans leur histoire amoureuse, ça ne me plaît pas beaucoup. D'autant plus que, bon, n'étant pas un débile mental, je me rends bien compte que c'est lui qu'on découvre à la fin du volume, dans un costume, dans un lieu totalement aléatoire. Je vois pas ce que ça va apporter. Sans doute un truc de jalousie un peu nul, ou un truc pour que Segawa se rende compte que finalement, elle est quand même toujours Team Umino. C'est encore une fois pas un teasing qui me fait très envie. D'autant plus après avoir traversé un volume que je trouve encore une fois assez vain, assez insipide. J'ai juste bien aimé le chapitre de rentrée de Sachi, parce que c'est le seul qui fait acte de l'évolution qu'il y a eu jusqu'ici. Le reste, c'est Ai, qui est inintéressante, c'est Soke qui raconte rien, ou c'est Segawa qui est dans des problèmes de complications, qui me semble forcé de fou. Après, il y a toujours une bonne ambiance et ça se lit bien, hein. Mais 24 tomes pour ça, je pense que je peux lire d'autres trucs. Moins horrible que d'habitude. Ensuite, j'ai lu le volume 20 de Sakamoto Days. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça quasiment à chaque fois. J'adore lire chapitre par chapitre sur Manga Plus. Quand j'ai un volume entier d'un coup, c'est un peu moins bien. Est-ce que c'est parce que je connais déjà ce qui se passe? Ou est-ce que c'est parce que le rythme effréné d'un chapitre, c'est bizarre en ayant 10 d'affilée? Je ne sais pas. En tout cas, le contenu de ce volume me plaît quand même plutôt pas mal, parce que c'est plutôt très humain et plutôt très dans l'avancée globale du manga, et ça fait plaisir de voir ça après 20 volumes. Sakamoto a une grosse remise en question à cause du fait d'être recherché par la FJA et d'avoir Slur en ligne de mire. Il est quand même pas dans une situation très évidente, d'autant plus en ayant une vie de famille. Donc il est un peu perdu, un peu patraque, mais finit par trouver un plan qui consiste à détruire la FJA pour s'en débarrasser, être tranquille pour chasser Slur, et se servir des différents postes de la FJA pour mettre la supérette partout, et s'occuper de ses problèmes d'argent. Comme ça, il fait d'une pierre trois coups, et hop, c'est réglé. Le plan est zinzin. Le problème, c'est qu'il a besoin de plus de force au global, pour lui ou pour ses quelques alliés, mais il ne s'est pas entraîné. Heureusement, il connaît un mentor qu'il a depuis 8 ans. Le problème, c'est qu'il est en coma depuis 8 ans, donc ça serait quand même un hasard de dingue qu'il se réveille juste maintenant qu'il a besoin d'un mentor, hein. Bon, il y a parfois des ficelles un peu grosses à Sakamoto Days. C'est un chouille dommage quand le reste est aussi cool et aussi fluide.
Mais bon, on va pas retenir rigueur, ça fait plaisir. D'autant plus que son entraînement, c'est juste dire à Sakamoto: «Bon, prends ce que t'as sous la main et débrouille-toi». Et les jeunes, c'est: «Bon, physiquement, je peux faire grand-chose. Faut que vous alliez dans la prison de la FJA, tout en bas, tel Impel Down, pour, améliorer les pouvoirs psychiques de Shin. Allez, fin de l'entraînement, salut!» Ça marche bien, c'est rigolo. D'autant plus qu'on a Sakamoto qui s'entraîne en direct avec, un de ses ennemis, parce que c'est un ennemi, assez gris, qui est surtout là pour l'argent, il y a un peu que ça qui l'intéresse. Donc c'est complètement con comme situation de s'entraîner directement avec un des ennemis que tu vas faire tomber grâce à ton entraînement. Mais ça marche bien, au moins c'est en direct. C'est drôle, c'est fun, c'est fluide. Ça passe. Mais la grosse réussite du volume vient avec tout ce qui touche le personnage de Kei, donc le grand méchant du manga. On le voit dans le présent être en grosse difficulté avec ses différentes personnalités, parce qu'il en a récupéré certaines qui sont un poil trop fortes pour lui. C'est cool à voir. Et surtout, on a le flashback final entre lui et Rion, qui va donc du moment où elle le poursuivait pour se venger de la mort de Kindaka, jusqu'au moment où Sakamoto les retrouve tous les deux avec elle qui est morte. Ils sont très mignons, lui à se dévoiler, elle à l'écouter, le comprendre et à vouloir l'aider. Ils sont très mignons, à vouloir tous les deux le meilleur de l'autre. Le premier souhaite que l'autre arrête de se battre pour lui et de tuer des gens, parce que ben c'est pas en tuant des gens qu'on finit par être heureux au global et dans le temps. Pendant que l'autre veut régler tous les problèmes d'argent et tous les problèmes qui existent en assassinant, pour éviter que les gens gentils et lisses comme Kei aient apporté ce poids. C'est très mignon, mais les deux subissent un très mauvais timing lié à un piège, et ça fait mal. Il y en a un qui se lance enfin dans son premier assassinat, pouvoir être libéré. L'autre qui se lance dans son dernier assassinat avant de se libérer. Les deux sont trop mignons et ça se passe super mal. Le flashback pique de fou. Le reste du volume est fluide, un peu simple, mais rigolo. C'est Sakamoto Days, c'est concon, ça marche trop bien, c'est cool. Ensuite, j'ai lu le volume 4 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 5 Golden Wind. Et j'ai adoré le volume. J'ai passé un super moment très rigolo. On assiste à un duel entier qui avait été teasé à la fin du volume précédent, puisque le but de notre équipe est de débarquer sur une île, que Mista et Giorno sont les deux premiers à la rejoindre, et que Mista est le seul à aller vers le premier point qu'ils doivent atteindre et tombe sur la manière de stand. On a donc le duel ici, où on découvre Mista, son pistolet à 6 balles et son mini-stand en 6 parties sur chacune des balles, qui permet de viser concrètement sans spécialement voir ta cible, parce que ces petits bonhommes peuvent voir la cible, descendre de la balle sur laquelle ils sont, mettre un coup de pied dedans pour donner une trajectoire différente. C'est très cool à voir. Le stand de Bobby Jean dans la partie 9 ressemble donc globalement à celui-ci. En moins fun et en moins poussé parce que c'est pas un personnage principal, mais ça reste à peu près la même idée globale. Et il est face à un stand très particulier et très bien utilisé, puisque le manieur peut fixer dans l'espace les choses avec lesquelles il est en contact. Des balles dans son propre corps, des rochers en l'air pour escalader, des mains ou des pieds à des commandes de véhicule pour le forcer à avancer constamment, des mains à ce même véhicule pour coincer les gens dans le véhicule. Ça marche très bien. Le duel est très intense, et ça n'oublie pas d'être drôle quand même en plein milieu. Le traitement que subit le chauffeur tout du long, d'abord par la prise d'otage du gangster, puis par Mista qui veut qu'il s'arrête, puis qu'il avance, puis qu'il s'arrête, puis qu'il avance sans être sûr de lui et qu'il prend du coup pour un taxi gigantesque. Puis, même pour finir le gag,
Giorno à la dernière seconde quand il veut rejoindre Mista. Ça m'a fait beaucoup rire, bravo l'auteur. Et le combat est très cool. On a Mista qui est malin, il analyse très bien la situation, avec un sang-froid plutôt agréable à voir, c'est pas le cas de tout le monde. Il comprend vite le pouvoir adverse, il réagit bien quand ses attaques sont déviées ou sont même dans sa propre gueule. Ses balles le rendent pardon, drôle pour lui. Tu vois, lui, il a pas d'humour, il est très sérieux, mais très réfléchi, et c'est ses balles qui permettent le contre-pied. Le peu d'humour qu'il a, c'est dès que ça touche le numéro 4. Il déteste ça. À un moment, il lui reste plus que 4 balles au total, même en comptant ses réserves. Il est en mode, bah c'est sûr, je suis fichu. J'aurais préféré qu'il me reste même ne serait-ce qu'une seule. 4, c'est horrible. C'est drôle que ce soit poussé comme ça. Il marche bien, l'adversaire aussi. Très beau duel, franchement, rien à redire. Donc, grâce à ça, le premier objectif est atteint. Notre équipe peut récupérer l'argent qu'ils avaient en tête pour l'échanger contre la place de lieutenant. Mais à cause de ça, ils récupèrent une mission qui traînait, qui est de protéger la fille du boss. C'est clairement un gros boost très rapide pour le fil rouge, qui consiste à découvrir l'identité du boss pour le faire tomber. Là, on découvre sa fille, qui peut être un gros coup de boost pour apprendre des choses sur lui, même si elle l'a jamais vraiment connu. Et on découvre également une faction de traîtres qui vont être le deuxième groupe antagoniste en plus du boss, qui veut à la fois récupérer ou détruire la fille pour faire tomber le boss également. Ce qui fait que on a un groupe d'antagonistes qui a exactement le même objectif que nos héros, mais donc seront en concurrence, pour faire tomber un gros ennemi commun. C'est pas mal trouvé et plutôt bien construit. C'est cool de voir assez vite le fil rouge tomber. Ce qui n'est pas spécialement le cas dans la partie 9, pour l'instant, j'ai l'impression. Et derrière, on a le droit au combat de présentation de Narencia. Il me fait vraiment rire, il est extrêmement con. Il se fait entailler rapidement, pète un câble et détruit tout avec son avion télécommandé à distance. Et il met 2 chapitres à comprendre qu'il rétrécit. Oh, ce couteau, oui, c'est comme le mien, mais il est grand. Ça doit pas être le mien. Oh, ces chaussures, c'est comme les miennes, mais elles sont grandes. Ça doit pas être les miennes. Pareil pour la voiture. Et il met super longtemps à comprendre ce qui se passe. Il n'a pas du tout un bon esprit d'analyse. Mais il a un bon esprit pratique quand même. Parce que son premier réflexe, c'est d'appeler les potes, ce qui marche bien. Il sait se défendre quand il se fait écraser par une porte automatique. Il sait se défendre quand il n'a pas de pièce à la bonne taille pour le téléphone. Il est pratique quand même. Mais qu'est-ce qu'il est con et qu'est-ce qu'il est drôle. Pour l'instant, du coup, le combat est un peu en deçà, parce que l'autre est juste caché, parce qu'il est juste petit, avec encore un propos sur les stands inutiles, qui marche bien, ou du moins ridicule. Et on a le droit à un flashback de Narancia, qui est super touchant, je trouve. C'est rapide, ça explique bien d'où peut venir son amour, pas spécialement pour les gangsters, mais au moins pour l'un d'eux qu'il veut épauler jusqu'au bout. Et j'espère qu'on verra comment il a pu se relever de ça, parce qu'il était à fond dans l'amitié, tout ce qui comptait pour lui c'était les amis, et il a subi une sacrée trahison de la part d'entre eux. J'espère qu'on aura un chouille d'histoire sur comment il a récupéré la confiance auprès de ses potes actuels. Mais très bon volume, j'ai passé un super moment. J'avais à 100% oublié d'enregistrer l'outro pour cet épisode-là, donc la voici. J'espère que l'épisode vous a plu, que ça passe plutôt bien malgré les changements d'ambiance et d'énergie et de mood sur toute la semaine. Et encore, on aurait pu avoir bien pire, on n'est pas à un morceau d'épisode par jour, parce qu'il y a eu plusieurs jours où j'ai pas eu le temps de lire, où j'ai lu plusieurs trucs d'un coup, et donc on a des parties d'épisodes où on fait 2, 3 œuvres d'un coup. Parce qu'au final, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouts avec celui-ci. C'est assez peu pour 7 œuvres à traiter, une intro, une outro. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu.
On se retrouve dimanche prochain 15 h au maximum. Peut-être avant, en fonction de si le retard est rattrapé ou pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à Comoré bientôt!